Salut à tous et bienvenue sur Cam News 24, c'est la plateforme de l'actualité internationale qui s'installe à présent avec notre invité, comme toujours, Ghislain Kougan pour répondre à nos questions. Quels sont les sujets qui nous intéressent? C'est d'abord l'Afrique du Sud où le sommet des BRICS vient d'avoir lieu. On parlera tout à l'heure des pays émergents, mais également aussi un autre pays, c'est la RCA où le changement des régimes vient de se faire. Ghislain Kougan, bonjour. Merci Franck de me recevoir. Je suis très heureux de vous regarder aujourd'hui parce que la semaine dernière, ce n'était pas pareil. Hein? Bien évidemment. Ah, d'accord, ok. Alors tout de suite, on va attaquer avec un pays, c'est notamment l'Afrique du Sud, où le sommet des BRICS vient d'avoir lieu, pays émergent. Bien évidemment, il s'agit d'un sommet qui met autour du même table les 100 pays les plus émergents, on va dire, sur le plan mondial. Vous avez l'Inde, vous avez la Russie, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez d'autres pays. Et ces pays-là veulent justement concurrencer la puissance occidentale en matière d'économie, justement. Il est question, au cours de ce sommet-là, de mettre sur pied un plan béton économiquement qui puisse permettre à ces pays-là de faire bloc contre, justement, l'Occident qui, aujourd'hui, est un peu sur le plan économique suprême. D'accord. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Ghislain Kougan est le présentateur du journal de l'économie. En tout cas, l'économie s'y connaît très bien. On en parle dans quelques instants. Mais tout de suite, direction l'Afrique du Sud. Bientôt une banque de développement pour les BRICS. Les dirigeants des 5 pays émergents ont uni leurs voix pour créer une banque commune destinée à financer des infrastructures. Réunis en sommet à Durban, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud entendent ainsi contourner l'Occident et se passer de la Banque mondiale, du FMI et des agences de notation. Selon cet accord de principe qui doit être complété prochainement, la banque de développement sera dotée d'un capital de départ de 50 milliards de dollars, soit 10 milliards par pays. Les 5 émergents devraient aussi mettre en place un pot commun pour mobiliser une partie de leurs fabuleuses réserves de change détenues aux 3/4 par la Chine. Les BRICS ne cessent de monter en puissance. À eux 5, ils rassemblent déjà 43% de la population mondiale et produisent un quart du PIB de la planète. Juste là, on vient de le voir tout à l'heure, c'est carrément un changement, certainement de régime dans le milieu économique qui pourrait se faire dans les années à venir. Non, je pense que ça se travaille, mais nous n'allons pas très vite en besogne. Il s'agit d'un travail de très longue haleine. Il est question maintenant, c'est vrai qu'on peut déjà apprécier l'accord de principe qu'il y a entre ces 100 différents pays, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Russie, pour cela. Maintenant, il faudrait qu'on puisse mettre les modalités qui permettent à chaque pays, par exemple, de se porter garant. La preuve, le sommet des BRICS s'est achevé sans accord fondamental sur la mise en œuvre de la Banque de développement. Ça veut dire que le sommet a permis peut-être d'arrondir les angles, de dire voilà, est-ce que ces 100 pays-là partagent la volonté justement de travailler ensemble? Oui, accord de principe. Maintenant, pour ce qui est du sujet sur le fond, il y a encore beaucoup à faire. La preuve, on dit que la banque aura un capital de 50 millions de dollars. Alors, il reviendra à chaque pays d'en proposer de donner 10 milliards. Déjà, la Russie dit que non, il faut commencer avec une mise à prix de 2,5 milliards. Vous voyez que sur le plan de l'argent, il y a déjà une sorte de débat qui se pose. En même temps, quel est le pays qui va abriter le siège de la banque? Un ensemble de problèmes qui vont être résolus, mais le plus important, c'est l'avancée significative qui peut être constatée, c'est que justement ces 5 pays-là sont d'avis, sont partisans pour un nouvel ordre mondial. D'accord. Tout récemment, on a pu écouter le président de la Russie, notamment Poutine, qui disait qu'il est contre désormais les interventions dans des pays indépendants. Vous avez certainement entendu parler de cela. Ben d'accord. Maintenant, on suit qu'il y a un changement au niveau de l'économie, avec les BRICS qui arrivent. Est-ce que, clairement, ça n'annonce pas les couleurs d'une confrontation Mais il est clair que la démarche des BRICS, c'est justement pour s'affranchir de la domination du pouvoir économique occidental. Ça se comprend. Donc voilà, puisque nous sommes un peu lésés, nous sommes les pays émergents. C'est vrai que la Russie, quand on regarde véritablement les pays émergents, la Russie n'est pas un pays émergent au sens premier du terme. Mais la Russie veut bien partager. Vous savez, la Russie est un peu comme ce pays-là qui s'inscrit dans une dynamique proche de la Chine. Vous voyez, le bloc émergent, la Chine est là, la Russie est là. Ces deux pays sont suffisants pour justement montrer qu'on veut combattre l'ordre mondial qui est gouverné par l'Europe en termes de noyau dur et les États-Unis. Justement, donc on peut comprendre la démarche qui anime ces 5 pays-là.
Est-ce que ça va marcher Bien évidemment, je pense que ça va marcher parce qu'il y a un ensemble de choses qui sont faites. Il faut mettre sur pied un conseil d'entrepreneurs, il faut mettre sur pied une agence de notation également, il faut qu'ils puissent mutualiser leurs changes. Il y a un ensemble de choses à faire, mais je pense qu'ils vont aller petitement et c'est de bon augure. D'accord, ok. Nous allons partir pour la RCA où le changement de régime vient de se faire brutalement. Dans un papier que nous a concocté notre rédaction, c'est Jean-Jacques Willy Bébé, avec nos amis Romuald Yachen et Cyril Dogmo. En tout cas, dans ce document, vous allez voir que les choses ont véritablement changé. On en parlait d'ailleurs ici, sur cette antenne, notamment avec notre consultant résident. Une nouvelle ère s'ouvre sur la République centrafricaine. Les signes précurseurs de la mutation politique opérée à Bangui le 24 mars dernier planent sur le pays depuis la réélection en 2011 du président François Bozizé. Un scrutin vertement décrié par l'opposition et qualifié de mascarade électorale. De ces revendications politiques naîtra un mouvement rebelle centrafricain regroupé au sein de la coalition Seleka. Pour mémoire, la rébellion avait lancé une première offensive le 10 décembre dernier dans le nord du pays. Elle ira de victoire en victoire face aux forces gouvernementales désorganisées. Sous la pression de la communauté internationale, les rebelles de la coalition Seleka stopperont leur progression à 75 km au nord de Bangui. Suivront alors les accords de paix signés à Libreville le 11 janvier dernier. Des accords qui prévoyaient la formation d'un gouvernement d'union nationale composé du camp Bozizé, de l'opposition et de la rébellion. Le président Bozizé peut disposer à mettre en pratique les accords de Libreville, sera confronté aux réactions belliqueuses de la rébellion qui a repris les armes pour en découdre définitivement avec le pouvoir de Bangui en projetant de mettre en place un gouvernement de transition. Les rebelles centrafricains de la coalition Seleka ont mis à exécution leur plan en prenant le contrôle de la capitale Bangui au terme d'un assaut lancé pour renverser le président Bozizé. Arrivé au pouvoir en 2003, à l'issue d'un coup d'État ourdi contre Ange Félix Patassé, François Bozizé, qui a vu son mandat présidentiel obtenu en 2011 écourté par les rebelles ce 24 mars, a trouvé refuge dans un hôtel huppé de la capitale politique du Cameroun, laissant Bangui entre les mains du chef de la rébellion Seleka, Michel Djotodia, autoproclamé président de la République. De dissoudre l'Assemblée nationale ainsi que le gouvernement. Voilà, nous sommes de retour en studio sur CamNews 24 pour justement discuter de ce changement de régime en RCA. On en parlait il y a quelques semaines. Jocelyn, finalement, c'est fait. Bozizé n'est plus chef de l'État en RCA. Oui, mais au départ, je parlerai de changement de pouvoir, pas de régime, parce que c'est un vocable occidental. Vous comprenez? Bon, il y a changement de pouvoir en RCA, oui. Maintenant, Bozizé n'est plus. Oui, mais le constat est fait, monsieur Lali. Donc maintenant, il y a un nouvel homme fort, Michel Djotodia, qui a maintenant pris les rênes de la RCA. Maintenant, comment est-ce que ce changement de pouvoir s'opère? Là, la grosse interrogation. Comment est-ce qu'on peut comprendre le mutisme des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale? Comment est-ce qu'on peut analyser aussi la réserve de la communauté internationale, la France en tête? Telles sont les questions qui peuvent nous amener à nous interroger sur le fait de peut-être dire que la messe était peut-être déjà dite pour François Bozizé, puisque vous le savez très bien qu'auparavant déjà, la Seleka avait menacé de prendre Bangui, et puis on a vu comment tous les pays de la sous-région Afrique centrale, le Cameroun également, avait envoyé des soldats pour justement batailler, pour faire comprendre à la Seleka qu'il n'était pas question qu'on laisse cette rébellion-là prendre Bangui. Maintenant, comment comprendre qu'après quelques temps simplement, cette même Seleka-là prend Bangui sans qu'aucun pays de la sous-région Afrique centrale ne lève le petit doigt? D'accord. Allez-y. On peut donc comprendre qu'entre la première intervention de la Seleka et puis ce qui a permis de débouter finalement Bozizé, il y a eu une entente qui a permis la signature des accords de Libreville. Et donc tout part de là. C'est donc finalement l'application des accords de Libreville qui a posé problème. Bozizé ne l'a pas fait, ou alors il l'a fait à contre-temps. Et vous le savez. Il n'a pas respecté. Justement, puisque c'est très tard qu'il décide de signer les deux décrets. Il n'a jamais voulu véritablement intégrer la rébellion, ou alors les rebelles, dans l'administration de Bangui. Autre chose qu'on lui demandait dans les accords de Libreville, il fallait le départ des soldats sud-africains qui étaient à Bangui.
Donc, c'est un ensemble de choses qui peuvent nous amener à comprendre le mutisme ou alors le fait que les États de la sous-région n'aient pas manifesté leur soutien à Bozizé comme ils l'ont fait par le passé. Il a été lâché? Justement. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Il paraît qu'il est au Cameroun. On en parle déjà. Donc, je pense que Bozizé n'est pas au Cameroun, Bozizé est au Bénin. Il est aujourd'hui au Bénin. Pourquoi? Et ça pose également un problème. Comment se fait-il que la sous-région Afrique centrale lâche totalement Bozizé et puis il va se réfugier en Afrique de l'Ouest? Et vous savez que le Bénin, justement, le président, on peut comprendre également cela, hein, le président des assises de l'Union africaine, c'est bien sûr Boni Yayi, qui n'est pas au Bénin, qui est en Afrique du Sud pour justement le sommet des BRICS. Donc ça, et lui, il a fait part de ce qu'il faudrait une décision politique pour gérer le cas Bozizé. Ça veut dire qu'il revient au pays de l'Afrique centrale de trouver une solution pour gérer le cas Bozizé. Vous comprenez que sa démarche, il la veut politique puisqu'il ne veut pas endosser cette responsabilité-là. Donc il revient au moins à une institution sous-régionale de reconnaître Bozizé et puis on verra quel sera le pays qui sera appelé à justement accorder un asile à Bozizé. Encore que le Maroc est l'un des pays déjà favorables pour justement accueillir François Bozizé. Qu'est-ce qui a manqué à Bozizé, franchement? Est-ce la sagesse? Est-ce la connaissance politique? Je pense que Bozizé n'a pas bien joué puisqu'il avait promis, et c'était également mentionné dans les accords de Libreville, qu'il ne pourra pas être candidat pour la prochaine échéance. Et donc Bozizé pouvait justement appliquer les accords. Mais il faut également comprendre, nous sommes en politique, il s'agit d'une question de ruse. Bozizé ne l'a pas fait de bon gré. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas appliqué? Forcément, il y a des forces tapis dans l'ombre. Vous savez, il y a des jeux de guerre, il y a des clans, il y a des supports, il y a des... Justement, donc on ne peut pas comprendre logiquement la position de Bozizé, mais aujourd'hui le constat est fait, il n'est plus. La question maintenant, c'est de savoir celui qui a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a à faire? Quels sont les défis qu'il doit relever? Quel avenir pour Bozizé maintenant? Je pense que Bozizé était un chef d'État qui a été déchu. Maintenant, comme je le disais tantôt, l'avenir de Bozizé sera décidé au cours de la rencontre des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale qui va se tenir au Tchad. C'est à ce moment-là qu'on va justement décider du sort de Bozizé. Il convient donc de revenir, de préciser que le sort de Bozizé dépend bien évidemment des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale. Et quand on parle d'Afrique centrale, on voit en tête le président camerounais. Forcément. D'accord, on va rester toujours en Afrique centrale, notamment avec le cas RDC. L'Afrique brûle, encore une fois, et de l'autre côté, ça ne va pas du tout. Les choses pourraient changer dans les semaines à venir, notamment avec la force d'intervention qui va désormais prendre les armes. Non, vous savez, c'est vrai, c'est une avancée que l'on peut qualifier d'avancée significative, mais elle peut être taxée à tort ou à raison de tardive. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que la communauté internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies, décide de mettre une brigade de la MONUSCO pour dire que voilà, la brigade aura pour compétence, aura qualité de batailler contre les rebelles qui mettent le pays à feu et à sang. Ça veut dire que finalement, on montre que la solution qui avait été adoptée auparavant en mettant sur pied la MONUSCO n'était pas une solution pensée. On ne peut pas avoir une force qui se dit ne pas militer, bagarrer contre les rebelles et protéger seulement les civils. Les civils, ce n'est pas simplement leur état sanitaire. Les civils, c'est quoi? C'est l'ensemble des instruments qui permettent aux civils de vivre. Et donc, à partir du moment où il y a des pillages, ça met à mal la protection des civils. Et donc, aujourd'hui, la brigade qui est mise sur pied va donc livrer bataille contre les rebelles. Il s'agit on parle de 2700 soldats qui vont être retenus parmi les 20 000 casques bleus de l'ONU. Est-ce que vous avez l'impression que, notamment au Congo, on joue avec le feu? Est-ce les intérêts en jeu qui poussent à cette situation? Forcément. Intérêts financiers en jeu. On ne saurait le dire. Vous savez, le Congo encore est un exemple palpable et particulier avec la richesse que regorge ce pays. Donc, de ce point de vue-là, on peut comprendre qu'il soit question maintenant des intérêts des uns et des autres. Encore que la politique, la guerre, c'est une question d'intérêt, de manière globale. Maintenant, il faut également relever l'urgence de l'ONU. On peut comprendre en supposant que la situation de la SCA a peut-être amené l'ONU à trouver une décision aussi radicale, c'est-à-dire en disant, voilà, maintenant, il faut combattre. Donc, ça peut être une chose qui peut être salvatrice pour la RDC si jamais ça permet de taire les différends. Y a-t-il des pays qui tirent les ficelles dans ce pays? En RDC? Non, vous savez, on a longtemps accusé le Rwanda, on a accusé les pays environnants d'alimenter les rebelles en armes. Mais Kabila, est-ce qu'il a le toffe pour diriger ce pays, ce très grand pays d'ailleurs? Vous savez, la RDC est un pays très vaste et très grand.
celui qui est à Kinshasa ne peut pas forcément savoir ce qui se passe de l'autre côté du Nord Kivu. C'est très grand. Donc, vous voyez, ça va être difficile pour Kabila de gouverner le pays, encore que Kabila, sur le plan militaire, sur le plan de la logistique, n'est pas suffisamment armé. Donc, excusez-moi, la RDC est un fair state. Question donc, est-ce que la scission de ce pays ne serait pas profitable À qui? au peuple congolais? Je ne pense pas. Il faudrait donc qu'on laisse l'opportunité au peuple congolais de se prononcer sur une sur une éventualité de scission. Il ne revient pas aux rebelles de décider encore qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les conflits en Afrique, les rebelles, maintenant, quand vous êtes rebelle, on vous écoute davantage. Comme si le pouvoir était à chaque fois remis en question. On peut comprendre cela. Comment est-ce que les présidents africains arrivent au pouvoir? Quelles conséquences? Est-ce que finalement, on ne se dit pas que ce sont les rébellions qui dirigent désormais l'Afrique, comme vous le disiez tout à l'heure, notamment sur notre continent? C'est le les constat rébellions qui sont approuvées tout de suite. Justement, c'est le constat qui peut être fait. Comment comprendre aujourd'hui qu'après un coup d'État perpétré, seulement 24 heures après, que le coup d'État perpétré en RCA ait justement pu avoir l'aval, l'assentiment de la communauté internationale? C'est-à-dire qu'on a le sentiment que tout le monde est d'avis, ça n'aime personne, tout le monde applaudit le coup d'État. L'échec de la démocratie sur le continent, certainement. Démocratie... Bon, enfin, ok. Disons que l'échec des façon. politiques publiques mises sur pied par les présidents africains. Pourquoi? Parce que ces politiques publiques-là ne sont pas l'émanation des aspirations des peuples souverains. C'est à partir de ce moment-là qu'on ne peut pas avoir harmonie. Si vous cherchez à ériger des solutions qui ne sont pas des solutions adaptables pour résoudre des situations ponctuelles et donc qui participent du quotidien des individus, il est difficile. On ne peut pas avoir des mesures pour des questions inappropriées. D'accord, ok. Alors, direction l'Afrique du Sud, où Nelson Mandela a été hospitalisé, mais pour les dernières infos que nous avons, c'est que l'homme, la légende, se porte bien. C'est dans un hôpital de Pretoria que Nelson Mandela aurait été transporté dans la nuit. Peut-être celui-là, ou bien celui-là. Comme à chaque hospitalisation, le lieu est tenu secret par les autorités et très peu de détails ont filtré sur l'état de santé de l'ancien président. Seule information délivrée, il est arrivé conscient à l'hôpital. Tout de suite et par communiqué, l'actuel président Jacob Zuma s'est exprimé pour apporter son soutien à celui qu'ils appellent affectueusement Madiba. Cette hospitalisation serait due à une rechute de son infection pulmonaire qui l'avait déjà conduit à l'hôpital au mois de décembre dernier. Sa santé fragile, principalement due à ses 27 années passées en prison, n'a de cesse d'inquiéter les Sud-Africains. Je suis tellement désolé et triste. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux dire? J'essaie juste de prier tout le temps. Il faut qu'il soit fort, encore une fois. Il doit tenir le coup et être fort. Nous avons encore besoin de lui. Début mars, Nelson Mandela avait été hospitalisé pour 24 heures. Les autorités avaient alors indiqué qu'il s'agissait d'examens de routine. Depuis près de 3 ans, le prix Nobel de la paix n'a plus fait d'apparition publique, partageant son temps entre sa maison de Johannesburg et son village natal dans le sud du pays. Nelson Mandela, l'épine dorsale de la réconciliation ou du pays arc-en-ciel, si on peut l'appeler ainsi. Alors, les Sud-Africains ont sérieusement peur, Ghislain Kougan. Justement, je pense que c'est intéressant pour le pouvoir. Permettez-moi de lire l'événement sous le prisme politique. Vous savez, c'est un jeu. Donc c'est intéressant pour Jacob Zuma. Vous voyez qu'on oublie finalement les problèmes et revendications sociales qui se font de plus en plus sentir en Afrique du Sud. Et puis voilà, tout le monde est à l'unisson derrière Madiba Mandela. On se dissimule derrière Mandela. Justement, et voilà que le président joue la carte. Il dit la population ne doit pas s'inquiéter, voilà, tout va bien se passer. Donc à ce moment-là, au moins, c'est un moment de paix, de réconciliation nationale véritable avec les Sud-Africains, avec eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire que tout le monde parle d'une seule même voix, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de souci. Et voilà. Mais il faut également relever Mandela avec sa santé, cette infection pulmonaire qui pourrit la vie à cet homme de paix, à cette icône de la lutte anti-apartheid. Pour également relever que on devrait davantage s'armer psychologiquement à un éventuel départ de Mandela. Excusez-moi, mais il faut être froid. On ne parlera pas de décès, mais on va en faire. Justement, non, un éventuel départ. Donc, parce que j'ai le sentiment, à chaque fois que Madiba Mandela a un petit souci, toute l'émotion, tout ce qui va en Afrique du Sud, c'est comme si la vie s'arrêtait. Vous voyez, j'ai eu à fouiller un tout petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait des médias qui dormaient carrément dans des hôpitaux, sans toutefois avoir la certitude que c'est dans cet hôpital-là que Madiba était installé.
C'est-à-dire qu'il y a des budgets, un média qui passe toute une journée, une soirée, à épier un hôpital pour voir si on peut avoir quelques images du Mandela. C'est bien, c'est vrai. Donc, l'Afrique du Sud n'a pas encore... Il a 94 ans. Il faudrait qu'on pense que Madiba Mandela pourrait partir demain et donc on arrive à trouver des voies et moyens pour pourquoi pas trouver des modalités, des instruments qui puissent permettre, pourquoi pas, de façonner un autre Madiba Mandela. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il est temps de penser un peu à l'après-Mandela. Et je ne pense pas que les Sud-Africains aient suffisamment fait, entre guillemets, par le deuil, mais qu'ils aient pensé à cela. Donc il faut s'inscrire dans la projection dans demain. Et il faut donc, aujourd'hui qu'il est encore vivant, puiser le maximum que l'on puisse extraire de l'homme qui en a véritablement de la valeur de manière intrinsèque pour, pourquoi pas, prospérer sous la forme d'une transcription de génération en génération de cette paix-là qui a vraiment aidé l'Afrique du Sud à se réconcilier avec elle-même. Est-ce que cette peur n'est pas la parfaite illustration de ce que l'Afrique du Sud n'a pas encore véritablement tourné la page? Je pense notamment dans les relations entre les Blancs et les Noirs. Peut-être, mais je ne pense pas que l'élément-là soit l'élément fondamental ou principal. Je pense que l'explication qui pourrait être avancée ici en première ligne, c'est le fait que tout le monde entier lui voue ce culte-là. Vous avez vu l'ex-président Bill Clinton qui est venu. Donc, ça va au-delà des Sud-Africains pour interroger tout le monde entier, toute la planète. De ce point de vue, vous voyez que ça dépasse les Sud-Africains. Et de ce point de vue, les Sud-Africains ne peuvent donc pas finalement trouver en cela une initiative ou alors un temps mis pour dire voilà, Nelson est malade, c'est vrai, mais pensons au moins à demain. D'accord. Et ce n'est pas le cas pour l'instant en Afrique du Sud. Justement, vous avez vu les mobilisations, comment tout le monde, les femmes qui pleurent alors qu'il est encore en vie. D'accord. En tout cas, nous souhaitons un très très bon rétablissement à Nelson Mandela. Nous allons partir pour un pays qui nous intéresse beaucoup, on en parlait tout à l'heure, c'est la Syrie. Un pays qui est tout le temps en conflit. On n'y arrive pas du tout. Et cette fois, les choses vont changer parce que la rébellion sera armée. Et évidemment que nous irons tout droit vers une confrontation finale. Un siège pour une opposition syrienne toujours divisée et un feu vert pour lui fournir des armes. La Ligue arabe est passée à la vitesse supérieure dans le conflit syrien. Elle a octroyé le siège de la Syrie, qui était vide depuis novembre 2011, à la coalition nationale syrienne, la CNS, groupe reconnu comme le représentant légitime du peuple syrien par des dizaines de pays et d'organisations internationales. Une place occupée par le chef des missionnaires de cette coalition, Ahmed Moaz al-Khatib. Au nom de notre peuple opprimé, a-t-il déclaré, nous appelons nos amis et frères à nous apporter une aide complète par tous les moyens, en particulier via le droit à l'autodéfense. Nous demandons un siège aux Nations Unies ainsi que le gel de tous les fonds du régime qui ont été volés au peuple syrien, qu'ils soient consacrés à la reconstruction. Dans leur communiqué final, les pays de la Ligue arabe soulignent que chaque État membre a le droit, je cite, d'apporter tous les moyens d'autodéfense, y compris militaires, pour soutenir la résistance du peuple syrien. Fin de citation. Alors, Ghislain, cette fois, c'est officiel, c'est la Ligue arabe qui a décidé justement d'armer l'opposition contre le président syrien. Est-ce que là, cette fois-ci, on va d'une escalade à une autre? Justement, c'est un peu, les cartes sont un peu embrouillées, monsieur Lali, permettez-moi de faire usage de ce vocable. En réalité, maintenant, la dernière fois, il y avait une dissension au sein de la communauté internationale pour justement armer l'opposition syrienne. Maintenant, voilà que la Ligue arabe vient résoudre le problème qui était devenu un casse-tête au sein de l'Union européenne avec l'Allemagne qui n'était pas d'avis et puis un ensemble de pays également qui ne voulaient pas épouser le point de vue de la Grande-Bretagne et de la France, c'est-à-dire alimenter la rébellion ou alors l'opposition en armes. Voilà que la Ligue arabe maintenant vient dire voilà, nous allons permettre à la rébellion d'avoir des armes suffisamment pour combattre le pouvoir de Bachar al-Assad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant la Ligue arabe est déterminée de faire partie Bachar al-Assad à tout prix et à tous les prix. Est-ce que la Ligue arabe a les moyens devant la Syrie depuis 2 ans qui tient la rébellion en haleine? Est-ce que la Ligue arabe a les moyens? Je pense que la Ligue arabe a suffisamment de moyens. Maintenant, le problème, c'est que la Ligue arabe en elle-même est divisée. Tous les pays de la Ligue arabe ne sont pas d'avis. Maintenant, les principaux pays, si. Mais ce n'est pas suffisant, justement, pour faire partie Bachar al-Assad. Vous savez, parce que Bachar al-Assad, au point où il se trouve, a l'avantage que l'opposition syrienne elle-même est divisée. Et elle demeure. Comment comprendre cela? Vous savez que récemment, la communauté internationale a nommé un premier ministre intérimaire, qui est Hassan Chito. Et vous voyez que la Ligue arabe a plutôt comme représentant Moaz al-Khatib.
qui est l'ancien président du Conseil syrien, qui a démissionné parce qu'il estimait pour lui que le fait que la communauté internationale prenne une place importante dans la résolution du conflit syrien était une façon de téléguider, de manipuler justement la Syrie. Il ne voulait pas de la communauté internationale comme tutorat pour la Syrie. Ça veut dire que lui n'était pas d'avis avec le fait que la CI nomme un premier ministre intérimaire. Et c'est la raison pour laquelle il a démissionné. Maintenant, vous voyez qu'il démissionne, et puis quand la Ligue arabe veut permettre à la Syrie d'avoir les armes, à l'opposition d'avoir les armes, c'est lui qui est nommé. Vous voyez que ça fait deux positions. La Ligue arabe qui est avec l'ancien président du Conseil national syrien, et puis la communauté internationale qui est maintenant avec Hassan Tito. Ça pose un problème. Donc, cette dissension-là ne va pas favoriser, ne va pas permettre justement à l'opposition syrienne de batailler contre le pouvoir de Bachar al-Assad. D'accord. Est-ce que ce que décide maintenant la Ligue arabe ne va pas, je veux dire, envenimer la situation et qu'il y ait une véritable recrudescence des affrontements, notamment dans la zone? Justement, dans la zone. Et ça va également poser un problème. Le problème qu'a soulevé aussi malignement et surtout de manière précise et convaincue la chancelière allemande, Angela Merkel, qui disait qu'en réalité, admettons que l'on puisse armer l'opposition en armes, qu'est-ce qui va justifier, qu'est-ce qui va s'assurer justement du contrôle de ces armes-là une fois le conflit achevé? Et quand je dis cela, vous voyez dans le rétroviseur le cas libyen, le cas ivoirien également. Donc le cas mali, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un conflit, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'il est suffisant, permettez-moi de faire la transition, au président Ouattara ivoirien de dire, voilà, de venir à la télévision, lever les mains, dire, je croyais moi, déposer les armes? Non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas mathématique, ce n'est pas automatique. Non. Et donc, ce problème-là va être géré. C'est la raison pour laquelle, qu'on le veuille ou non, vous verrez qu'à un moment donné, la communauté internationale pourra se dresser contre la Ligue arabe, notamment avec ces présidents-là, parce que vous savez quand même que dans la zone euro, l'Allemagne n'est quand même pas un petit. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est la fin de cette émission. C'est par justement cette intervention de Ghislain Cougan que nous mettons fin à ce programme international. On va se retrouver la semaine prochaine. Ghislain, merci d'être passé. Franck, le plaisir partagé. Encore qu'aujourd'hui, on débat des sujets qui nous sont davantage proches, même s'il faut être lucide avec justement la RCA qui menace la sous-région Afrique centrale. Et bien évidemment, nous émettons depuis Douala, le Cameroun, c'est l'Afrique centrale. Et donc, ce qui concerne la RCA, nous concerne. Voilà. En tout cas, nous sommes d'avis que vous avez aimé cette émission. La semaine prochaine, nous nous retrouvons, espérant évidemment que le Cameroun ne sera pas encore engrangé dans cette crise, notamment de la RCA. Salut à tous, au revoir.